Chers amis du PP, vous demandez de temps en temps, enfin j'ai un commentaire de l'une ou l'autre personne inquiète, vous savez que ma santé est fragile, alors dès que je ne produis pas de vidéos dans un délai rapproché, certains s'inquiètent, cela me touche beaucoup, sachez-le. Simplement, j'ai d'autres passions que mon potager. Et j'aime bien aussi bricoler. Et donc là, à l'occasion du confinement de l'hiver et des 37 cm de neige qu'on a eu là il y a une quinzaine de jours, qui de toute façon rendaient toute activité potagère inutile, j'ai attaqué ce vieux chantier qu'est la salle de bain de notre maison. Alors, pour tout vous dire, la baignoire que vous devinez là sous le bazar devant moi et que je vais installer ici a été achetée, allez, il y a une demi-douzaine d'années et elle est posée depuis en vrac ici. Il y a une dizaine d'années, j'ai aménagé une douche et puis les éviers que vous ne voyez pas là-bas derrière. Donc, vous voyez que c'est un vieux chantier et je dois rendre un hommage appuyé à ma femme, à Laurence. Je crois qu'il n'y a qu'une femme sur 1000, peut-être sur 10 000, qui supporterait de vivre avec un zigomare comme moi, qui entame un chantier et le laisse en plan pendant une demi-douzaine d'années sans, j'insiste là-dessus, parce que bon, il y a peut-être des femmes qui supportent, mais qui sont insupportables à force de te casser les burnes. T'as pas encore fait le truc, t'as pas encore fait la salle de bain, mais quand est-ce que tu fais la salle de bain? Mais est-ce que tu vas te mettre à la salle de bain? Donc je précise, sans faire de remarques. Donc quand il y a un mois ou un mois et demi, elle m'a formulé ça sous la forme suivante. Est-ce qu'on n'en profiterait pas de ce confinement pour faire le chantier, pour finir le chantier de la salle de bain? Bien évidemment, j'ai dit oui. Et donc voilà, pendant ce temps-là, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos, de parler de potager, parce que donc j'aime bien aussi tout faire moi-même, donc que ce soit l'électricité, il y a là-dedans, vous ne les voyez pas, mais des spots planqués, le bardage en bois, ardoise montée en sauvage, là derrière du tas de lactes que vous devinez peut-être, etc. Donc je m'exerce dans les différentes spécialités du bricolage, ça ne vous intéresse absolument pas. Et donc je vais vous balancer quand même une petite vidéo que j'ai pu tourner en intérieur, parce que dehors là aujourd'hui la neige a fondu, mais il fait un temps absolument épouvantable, il pleut, vent, temps dégueulasse. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous dire que tout va bien, vous inquiétez pas, ce chantier, il me donne encore du fil à retordre, j'ai encore une baignoire à mettre, c'est une baignoire à bulles, alors il faut que je raccorde l'électricité, vous voyez les câbles là qui pendouillent, que je raccorde la flotte bien évidemment, que je l'encastre. Voilà, on va passer à autre chose, complètement autre chose. Pendant que je travaillais, il y a des oranges qui ont pourri et ça m'a inspiré un petit quelque chose, un petit 20 minutes que je vais vous mettre pour que vous patientez. Ça va repartir, J'étais tout à l'heure quand même entre deux rincées dans le potager parce que j'en ai besoin de respirer ça. Et j'ai vu ail, échalotes, etc. en train de pointer le nez. Allez, les oranges qui pourrissent. Alors, une question qui revient immanquablement sans cesse, c'est quelque chose qui me stupéfait d'ailleurs, l'importance que cela a pu prendre, c'est la question des épluchures d'oranges. Et cette idée, communément admise, mais fausse comme beaucoup d'idées, comme par exemple, beaucoup de gens pensent que les taupes sont hémophiles. Je ne sais pas d'où ça sort. Les rois sont hémophiles, oui. Du fait de la consanguinité, un certain nombre de royautés, à force de se reproduire entre cousins, cousines, frères, beaux-frères, etc., ont fini par dégénérer et par concentrer les gènes de l'hémophilie. C'était le cas de la maison
de Russie avant que les tsars ne disparaissent. Donc il y a des idées comme ça, totalement farfelues, qui ne reposent sur rien. Et je me demande d'ailleurs pourquoi les gens ne sont pas plus curieux. Et donc là, il y a quelques jours, il se trouve que, je ne les ai pas laissés pourrir exprès parce que je n'aime vraiment pas gaspiller de la nourriture, mais il se trouve que dans notre cave, j'ai oublié un reliquat de filet d'orange bio. Et donc ma femme allait les jeter aux ordures, déchets verts, qui allaient finir dans notre jardin. Il y a suffisamment de vidéos où vous me voyez balancer les déchets verts de la maison avec, en saison hivernale, beaucoup d'épluchures d'oranges bio. Et donc j'en ai profité pour vous montrer que des oranges bio, donc sans traitement de surface, parce que beaucoup d'oranges conventionnelles reçoivent au dernier moment avant d'être envoyées sur leur très long chemin depuis les lieux de production en Afrique du Nord, quelquefois en Afrique du Sud, en tout cas dans le sud de l'Espagne, et d'entreprendre une longue croisade en camions frigorifiques, etc., jusqu'à la centrale d'achat de l'hypermarché qui va vous livrer. De là, ça va végéter en chambre froide, ça va aller dans la centrale de distribution régionale, où ça va végéter pendant quelques jours, et puis ça va finir dans les chambres froides de votre hypermarché. Et donc vous imaginez ce long chemin de 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, et donc effectivement le risque de moisissure étant important, beaucoup de fruits conventionnels reçoivent un petit brossage avec de la cire et avec un fongicide. Donc une substance destinée à bloquer le développement des champignons. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont persuadés que les épluchures d'orange, parce qu'ils ont observé ça avec des épluchures conventionnelles, ne se décomposent pas parce qu'elles sont acides. Je vais y venir sur cette histoire d'acidité. Mais donc d'abord, constatons de nos yeux que des oranges, dans un délai relativement court, cette histoire-là, ça a 8-10 jours, sont déjà très ramollies. Si j'appuyais, ça allait gicler. Mais je vais d'abord filmer en gros plan, et vous voyez quoi? Vous voyez là des traces blanchâtres, et ici devant, cette poussière verte extrêmement importante. C'est quoi? Ce sont des champignons qui ont trouvé mes oranges délicieuses, elles étaient effectivement très sucrées, et qui par conséquent, en bons hétérotrophes qu'ils sont, c'est-à-dire bouffeurs de matière organique exactement comme moi, ce sont mes concurrents directs en ce qui concerne les oranges. Incapables de faire la photosynthèse, ça c'est l'oranger qui l'a fait, qui a produit d'abord des acides, puis des sucres, et ils bouffent, et à un moment donné, ils sont tellement contents qu'ils songent à se reproduire et à chercher ailleurs d'autres oranges. Alors comment est-ce qu'ils font? Ils produisent ces spores, cette poussière, ce sont les spores, c'est-à-dire les organes de dissémination des champignons. J'utilise à dessein pas le terme graines parce que ce ne sont pas des graines. Mais cela joue le même rôle. Une de ces spores qui va voler là, va tomber sur une orange chez mon voisin parce qu'il y a du vent aujourd'hui, va s'y installer et prospérer. Et donc, cette orange qui est déjà bien avancée est en train naturellement de se décomposer, décomposition plutôt par les champignons que par les bactéries. Les champignons ont un avantage, enfin ils en ont deux, pardon. Le premier, c'est que la peau de l'orange
est relativement fibreuse, relativement coriace. Je n'ai malheureusement plus de bonne orange sous la main, mais vous pouvez éplucher une orange et puis voir comme c'est fibré, assez dur et riche en essence. Hein, vous avez tous fait le coup de gicler ça vers la flamme d'une bougie et vous avez vu comment ça crépitait parce qu'il y a de l'essence. Et ces essences ont, entre autres, une fonction bactériostatique, c'est-à-dire qui bloque un peu le développement des bactéries. Donc une orange est un terrain très difficile pour une bactérie, mais relativement aisé pour des champignons qui d'abord attaquent par l'extérieur, donc ont les capacités pour digérer cette peau d'orange, même si elle est un peu fibreuse. Ben oui, les champignons s'attaquent à du bois. Alors vous pensez bien que la peau d'une orange, c'est que le chi à côté. Donc ils vont attaquer, ils vont descendre un tout petit peu, et là, miam miam, ils tombent sur le sucre. Donc ils vont développer leur réseau de filaments à l'intérieur même de la pulpe de cette orange. Et on voit d'ailleurs, je vais le couper, et on verra que la pulpe est digérée, elle change d'aspect, elle change de couleur du fait de cette digestion par les champignons. Et donc le deuxième avantage des champignons, outre le fait d'être outillés pour digérer des matières fibreuses, un peu sèches, un peu coriaces, etc., c'est la relative résistance à l'acidité, voire un léger penchant pour aimer les milieux acides. C'est naturel chez eux. Et par conséquent, quand ils tombent dans le jus d'orange qui, lui, est réellement acide, je viendrai sur les pH dans un instant, et n'embête en rien les champignons qui se trouvent à l'aise là-dedans et qui en plus donc sont débarrassés de leurs concurrents directs que sont les bactéries. Quelles sont des chochottes? Des chochottes, dès que le pH sort un peu trop bas, un peu trop élevé, les bactéries toussent, enfin elles ne toussent pas, elles se mettent en vie ralentie et elles attendent des jours meilleurs. C'est pour ça que quand vous avez un bocal de cornichons par exemple, s'il n'y a pas trop d'antioxydants et trop de produits, une fois qu'il a été ouvert, vous avez mis vos doigts pas très propres, vous constatez très souvent, de temps en temps en tout cas, que se forment des moisissures à la surface. Les moisissures, ce sont ce type de champignons. Alors, il y a des tas de familles de champignons. Hein. Je ne dis pas que c'est le même. Là, c'est plutôt le champignon de type Penicillium qu'on trouve aussi parfois sur le pain, enfin leurs cousins, ou qu'on trouve sur des fromages de type bleu. Et donc, bactéries qui, elles, chochotent, ne poussent pas ni dans votre bocal de cornichons, ni, bien sûr, ne sont capables de décomposer la pulpe de cette orange et de profiter du sucre qu'il y a là-dedans. Alors, pourquoi, c'était ça mon sujet, pourquoi voudriez-vous que dans votre compost, je rappelle que dans un compost, il y a deux phases. Une phase chaude qui est à dominante bactérienne. Là, c'est les bactéries qui s'en donnent à cœur joie parce qu'il y a des matières sucrées faciles à décomposer, des tontes de gazon et ce genre de choses pas trop acides. Alors là, elles se régalent, comme elles se régalent dans un steak haché ou comme elles se régalent dans des légumes un peu mous, pas trop acides. Mais dans votre compost vient tout de suite après la phase dite froide, où ce sont, une fois que les sucres et ces matières facilement fermentescibles, c'est-à-dire facilement transformables par les bactéries, une fois que ça a été dégagé, que la chaleur est partie, que l'énergie est partie, que le carbone est parti, il reste quoi? Il reste des choses moins faciles à digérer, moins agréables, on va dire. En tout cas, là, les bactéries, les chochottes couchées, elles se font doubler par les champignons qui vont moins vite, mais qui ont les enzymes qui leur permettent de digérer, je le rappelle, les fibres, les celluloses, certaines bactéries aussi digèrent les celluloses, mais surtout les fibres de type lignine, donc le constituant du bois.
Et donc, dans votre compost, après la phase chaude, vient la phase froide où les bactéries travaillent. Et pourquoi voudriez-vous que dans votre compost, les champignons n'arrivent pas à décomposer vos épluchures d'oranges, alors qu'elles le font là dans mon assiette? Enfin, il faut quand même être tordu pour imaginer que cela ne marchera pas. Encore une fois, je parle d'oranges qui ne portent pas sur leur peau une pellicule de fongicides, parce que là, effectivement, fongicides, pas de champignons, les champignons n'y touchent pas, meurent, et là, non seulement vos peaux d'orange peinent à se décomposer, mais d'une façon plus générale, si ces fongicides diffusent dans votre tas de compost ou les matières organiques que vous mettez en surface, bien évidemment, ça va ralentir, en tout cas pendant un certain temps, voire bloquer la décomposition par les champignons. Voilà donc cette histoire de peau d'orange. Et donc voilà pourquoi, dans un certain nombre de vidéos, vous me voyez jeter des peaux d'orange en quantité, ou des peaux de citron, en quantité parfois importante, parce qu'à certains moments, on mange beaucoup d'oranges et peu d'autres légumes en hiver. Là, ces dernières semaines, par exemple, on est fin janvier, hein, donc entre, on va dire, Noël et février, c'est des fois la moitié des matières organiques compostables de notre seau à déchets verts. Et je n'ai aucun doute, et je laisse parler les imbéciles qui parlent de choses. On m'a dit que, et je répète, ceux qui suivent toutes mes vidéos connaissent ma saillie, les autres vont la découvrir. Quand on m'a dit que, il suffit de mettre un C devant et vous avez la réponse. Voilà, alors quand même, je n'ai pas les moyens de vous faire quelque chose de très très sérieux. Question pH, je n'ai pas de pH mètre, je n'ai plus une bonne orange que je pourrais éplucher, là je n'arrive pas, mais c'est très très simple, hein. Chez vous, si vous avez une orange sous la main, fermez les yeux, épluchez-la, non faites l'inverse, épluchez-la, mettez les épluchures là, mettez la pulpe, hein, les quartiers ici, et puis fermez les yeux. Vous y êtes? Prenez le quartier, vous le mangez, vous croquez, ça pique. Quand ça pique dans la bouche, comme le citron, comme le vinaigre, comme les cornichons, comme l'ananas, etc., c'est que c'est acide, comme l'eau gazeuse. L'eau gazeuse est extrêmement acide parce qu'on y a mis du gaz carbonique. Enfin, extrêmement acide, elle est clairement acide. Et donc, la pulpe, les quartiers d'orange sont acides. Alors, je n'ai pas de pH mètre, j'ai été fouillé sur Internet, j'ai le pH ici, jus d'orange, ils sont plus ou moins sucrés, plus ou moins acides, suivant que l'orange était plus ou moins mûre, pH de 3,3 à 4,1 ai-je trouvé. Donc, on va dire, on est aux environs de 3,5 pour ce qui est du quartier. Je n'ai pas trouvé le pH des peaux d'orange, mais vous avez fermé les yeux, vous y êtes toujours. Maintenant, vous avez avalé le quartier et la pulpe, et vous prenez cette peau d'orange bio, donc vous pouvez la croquer, vous la mâchonnez. Est-ce que vous sentez un fort picotement? Non. Vous sentez quoi? Soyez très attentifs, maîtrisez vos goûts, etc. Vous sentez de l'amertume. Vous sentez dans le fond de votre nez l'essence d'orange. Hein. C'est cette odeur, cet arôme typique des essences d'orange. Ça monte dans le bout du nez. Il y a là-dedans très peu d'acidité et je n'ai malheureusement pas les moyens de mesurer le pH des peaux d'orange, mais je suis certain
certain, si vous avez un pH mètre, faites l'expérience, et si jamais le pH était en dessous de 3,5, téléphonez-moi, mais je suis certain que le pH est nettement plus élevé que celui du quartier d'orange que vous avez mangé. Donc les peaux d'orange ne sont en rien acides, elles ne contrarient votre compost en rien parce qu'elles seraient acides. Et je vais aller plus loin. Fussent-elles acides, pour faire une belle phrase, savez-vous quel est le pH de la rhubarbe? Je l'ai noté. J'ai plus de mémoire, mais j'ai encore du papier. 3,1 à 3,4. Plus acide que la pulpe d'orange, dont on a dit qu'à coup sûr, elle est beaucoup plus acide que la peau d'orange. Allez, une autre, framboise. 3,2 à 3,9. Plus acide que la pulpe d'orange. Le jus d'ananas. 3,3 à 3,6. Donc quand vous épluchez un ananas et que vous laissez les morceaux de pulpe, c'est nettement plus acide à tous les coups que la peau d'orange. Les prunes même. Les prunes. 2,9 à 3,1 de pH. Pour ceux qui ne sont pas familiers du pH, je précise que plus le chiffre est bas, plus c'est acide. Donc la neutralité c'est 7. Donc là, on est dans des pH acides, mais ça n'a rien de mortel. Vous pouvez manger une prune avec un pH de 3, ça va vous picoter un tout petit peu, c'est tout. J'ai trouvé des pH, un petit compte rendu là, sur l'ordinateur d'une classe qui en SVT avait fait des mesures de pH de jus de pomme. Je ne pense pas que ces enfants aient raconté des conneries. Ils avaient un pH mètre, c'était encadré par un prof. Donc, la pomme la plus acide, le jus de pomme, là je parle de jus, ils avaient un extracteur de jus, ils ont pris le jus. La pomme la plus acide dans leur échantillon était la granny, qui a un pH de 3, plus acide que la pulpe d'orange. Royal Gala était à 5, donc un peu moins acide, et puis la Golden et la Canada Grise sont aux environs de 6, donc étaient nettement moins acides que l'orange. Mais alors, si on respecte la logique de ceux qui hurlent « Ah, mais ne mets pas les trucs d'orange sur ton compost, ça ne va pas se décomposer, c'est acide », il ne faudrait pas mettre des déchets d'épluchure de rhubarbe, il ne faudrait pas balancer des restes de framboise, les épluchures d'ananas, les épluchures de pommes, etc. Tout ça est acide. Et tout ça est acide pour une raison très simple, qui serait un tout petit... Voilà, petite coupure. De toute façon, donc, si cette histoire d'acidité devait réellement vous inquiéter, soyez tranquille. Les cellules vivantes travaillent en permanence avec des acides. La moindre de nos cellules, je parle là de mes cellules à moi. Si je plonge là-dedans avec un microscope, je déchire, je sors une petite cellule et je regarde les mécanismes qui se produisent là-dedans, il y a le mécanisme énergétique de base par lequel chacune de mes cellules se maintient en vie en décomposant du glucose qui s'appelle le cycle de Krebs. Vérifiez si vous avez du temps à perdre, si la science vous intéresse. Dans ce cycle de Krebs, entre toute une série, une succession en fait d'acides. Donc le glucose, qui est l'aliment énergétique pour lequel ont opté la plupart des êtres vivants, dont l'animal que je suis et que vous êtes aussi. Et chacune de ces cellules sait décomposer ce glucose en différents acides. Alors vous trouverez là-dedans l'acide citrique. Certains s'alarment
qu'il y ait de l'acide citrique comme conservateur. Je ne dis pas qu'il faut mettre des conservateurs dans nos produits, mais l'acide citrique, mon corps est en train d'en fabriquer en ce moment en quantité importante, autant qu'il ne consomme de glucose. Il y a là-dedans l'acide malique, il y a là-dedans de l'acide succinique, il y a là-dedans de l'acide oxalique. Et tout ça, ça forme un cycle au cours duquel ma molécule de glucose est petit à petit découpée pour finir en CO2 et ma cellule, sans chauffer, sans surchauffer, sans se brûler, a récupéré l'énergie qui me permet de m'agiter là, qui me permet de penser, qui me permet de maintenir mon corps chaud, etc. Donc l'acide est quelque chose d'extrêmement banal pour le vivant. De la même façon, en ordre inverse, vous avez tous croqué un jour dans une pomme qui était trop verte et vous l'avez en général recrachée. Recrachée tellement elle était acide. Donc, de la façon, je dirais, symétrique, même si vous ne pensez pas que c'est le même cycle qui tourne à l'envers, ce n'est pas vrai. Mais les autotrophes, donc le pommier, l'oranger, vont d'abord dans leurs cellules accumuler des acides avant, à un moment donné, de le transformer en différents sucres, en aromates aussi. Je rappelle toujours que la pomme ou l'orange n'est pas faite pour nous. Ça existait en plus petit. Nous, on a sélectionné. Mais ça existait, les fruits en beaucoup plus petit, mais déjà en sucré et en aromatisé, tout simplement pour attirer des bestiaux, toutes sortes de bêtes, d'oiseaux, etc., qui vont picorer, manger ces fruits et colporter les graines. Les plantes se donnent tout ce mal pour faire quelque chose de sucré, de succulent, dans le but que quelqu'un vienne niaquer ces fruits et trimballer les graines qu'il renferme plus loin. C'est la raison pour laquelle vous avez sans doute observé, si comme moi, vous avez renoncé à tout travail du sol dans votre potager, que de ci, de là, apparaissent des ronces, des mûres, les mûriers. Tout simplement parce qu'un oiseau s'est régalé quelque part et en passant au-dessus, il s'est soulagé sur votre potager, les graines sont tombées là et elles ont réussi à s'installer. Donc tirez dessus avant qu'elles ne s'installent. Trop, ça fait partie de l'entretien qu'il faut faire même dans un potager du paresseux parce que vous êtes soumis à ce mécanisme naturel. Donc voilà, c'est très simple la vérité vraie sur cette histoire de peau d'orange quand on réfléchit un tout petit peu. Il n'y a aucune raison de craindre les acides. On balance tout le temps des produits acides dans nos composts ou dans nos potagers. Certains sont plus acides que les oranges. Ils se décomposent. Un des fruits qui est le plus acide parmi tous les fruits, celui qui de temps en temps fait grimacer, c'est le citron. Et pourtant, je vous garantis que je balance des pots de citron dans mon potager et qu'elles se décomposent très très vite. Je ne les retrouve pas 3 ans après, contrairement au bois, contrairement aux écorces, contrairement à plein de choses qu'on met dans nos potagers qui mettent beaucoup, beaucoup plus longtemps à se décomposer et pour lesquelles on ne s'inquiète pas. Donc voilà. Donc, 1, si c'était acide, ce ne serait pas un problème, mais 2, surtout, ça n'est pas acide. Ou pas très acide. Ou en tout cas beaucoup moins acide que plein d'autres choses qu'on met sans sourciller dans notre potager. Donc de grâce, arrêtons d'être cons. Bon alors comme souvent au montage, je me rends compte que j'ai zappé d'apporter 1 ou 2 ou 3 précisions ou un petit commentaire. Donc là, j'évoquais ce type de moisissure qui s'appelle des pénicilliums. Et j'ai raté donc une belle occasion de vous rappeler que le premier antibiotique, c'est la pénicilline et ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Le docteur Fleming qui a découvert
cette pénicilline, a juste fait une observation intéressante sur ces boîtes de pétri. On appelle boîtes de pétri les boîtes dans lesquelles on cultive, on élève sur un milieu adéquat des bactéries. Et il avait des boîtes souillées par des moisissures, et autour de ces moisissures, il a constaté qu'il n'y avait pas de bactéries. Il aurait pu péter un câble et gueuler, et puis balancer tout ça à la poubelle, mais non. C'est sans doute un homme patient ou curieux, et s'est dit, tiens, comment se fait-il qu'autour de ces champignons, il n'y ait pas de bactéries? Et puis en creusant, en faisant des extraits, en faisant une hypothèse que ces champignons fabriquaient des molécules qui diffusaient et qui empêchaient le développement des bactéries, hypothèse qui s'est avérée exacte, il a découvert la pénicilline, donc cette substance fabriquée par des champignons du type Penicillium. Alors je n'ai pas la certitude absolue que ceux que je vous ai filmés là sont des pénicilliums, mais ça y ressemble. Donc voilà, il y a une compétition, y compris dans un compost, une compétition entre les bactéries et les champignons. En gros, il y a à bouffer, c'est chien et chat, pousse-toi de là, que je m'y mette. Et chacun utilise ses arguments. Bactéries, le fait de se multiplier très très rapidement par un procédé très très simple qui consiste tout simplement à se diviser, à se couper en deux, donc c'est les premiers. Il y avait une bactérie, pas de sexualité, on ne perd pas de temps. Le lendemain matin, il y a des milliards de bactéries. Tellement ça va vite. Et donc là, les champignons, ils se font blouser, mais alors doubler comme des bleus. Mais une fois qu'il n'y a plus les bonnes conditions, là, les choses faciles à bouffer, les bactéries sont à la peine. Quand il s'agit de décomposer les trucs, les fibres, elles ne connaissent pas la méthode. Et là, c'est les champignons qui se prennent dessus. Et si en plus, les champignons peuvent donner un petit coup de pied au cul de ces bactéries par un petit coup d'antibiotiques, c'est pas plus mal, c'est la nature qui l'a inventé. Donc ça, un petit commentaire. Je vous ai mis le cycle de Krebs. Ceux qui l'auront zoomé pour y voir plus clair ou qui auront vérifié sur un site internet ce cycle, je parle d'acide citrique, d'acide succinique, etc. Alors ils verront citrate, succinate, malate, etc. C'est qu'en fait, dans une cellule, ce n'est pas l'acide pur qui se trouve, c'est un sel de cet acide. Et donc le sel de l'acide citrique, c'est un citrate de quelque chose, citrate de potassium ou citrate de calcium, et ainsi de suite. Et donc, ce sont bien des molécules acides qui sont produites et qui font marcher ce cycle-là. Simplement, la cellule, pour ne pas souffrir, pour pas que ça nous picote tout le temps à l'intérieur de toutes nos cellules, ces acides sont neutralisés, sont présents sous forme de sel, d'où l'importance d'un certain nombre de sels dans notre alimentation. Sel au sens chimique, pas le sel de cuisine, qui est le chlorure de sodium, sel en tant que résultant de la réaction d'un acide et d'une base. S'il y a des chimistes en ligne, pour pas qu'ils me tirent l'oreille ou qu'ils fassent des commentaires inutiles, je sais cela. Non, la chose importante que j'ai complètement zappée, j'ai évoqué l'effet bactériostatique des essences qui se trouvent dans les pots d'agrumes, entre autres, je parle des agrumes ici. Donc, cela pourrait inquiéter les inquiets, si vous me suivez. Oui, les jardiniers sont inquiets. Je ne sais pas pourquoi les jardiniers sont inquiets. La nature pousse depuis 2-3 milliards d'années, mais les jardiniers sont inquiets. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça pousse? Rien, ça a toujours poussé. Ça a poussé, sinon tu ne serais pas là. Donc pourquoi s'inquiéter
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais non, les jardiniers sont inquiets. Une phobie. Il reste des grands enfants. Papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche? Mais faites rien, putain, ça pousse tout seul. La nature a les clés. Arrêtez d'embêter la nature et tout se passera très bien. Donc les jardiniers sont peureux et donc il y a forcément quelqu'un qui s'est dit oui, mais alors s'il y a de l'essence d'orange dans les pots et si je mets ça dans mon compost, ça va bloquer les bactéries, donc mon compost ne marchera pas. Te calme. Une essence par définition s'évapore très vite. Une peau d'orange que je balance dans mon jardin, une journée de soleil dessus et c'est une croûte cassante comme un carton. Et bien évidemment, l'essence s'est évaporée depuis longtemps. Alors il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, oui, mais là tu pollues. Oui, je pollue comme chaque fois que des matières organiques tombent sur le sol et se décomposent. Donc une forêt, c'est un pourrissoir, un bordel, une pollution énorme parce que, je ne sais pas, c'était l'arbre exotique va mettre des molécules qui vont se décomposer et s'évaporer une partie dans l'atmosphère. D'ailleurs, un autre jour, je vous raconterai pourquoi il pleut au-dessus des forêts, parce que les forêts émettent des molécules qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui sont des noyaux de cristallisation qui vont déclencher des pluies et la condensation de l'eau, mais c'est une autre histoire. Donc ne vous inquiétez pas, hein, en termes clairs, les peaux d'orange, même si elles renferment de l'essence d'orange, se décomposeront très bien. Je vous garantis que je n'en retrouve pas. Je retrouve des fois des tiges d'aubergine l'année d'après, parfois des tiges de tomates quand elles sont très fibreuses, des trognons de choux, ce genre de choses, mais des fois plus d'1 an à se décomposer. Mais les épluchures d'orange, je vous garantis que 6 mois après, je n'en trouve pas. Et je vais m'arrêter avec ça, parce que sinon, je vais encore radoter sur autre chose. Terminer le montage, mettre ça en ligne, et puis je retourne à mon chantier, parce que je profite de ce que Laurence est au travail pour discuter un peu avec vous. Ce soir, elle va rentrer. T'as fait quoi? J'ai fait une vidéo. Ah bon, c'est bien. Je vous garantis, c'est ce qu'elle va dire. Mais demain, on travaillera ensemble. Allez, ciao!